Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Plouffe d'Action Autonomie. Il nous présente le nouveau portrait de l'application de la garde en établissement. À l'espresso et à l'espresso à l'heure au G, Pierre Laporte amène son sujet, les bienfaits du voyage. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Son sujet, le réseau Transdiagnostic. Bienvenue chez nous. La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie douce. Nous y allons maintenant avec Jean-François Plouffe. Bonjour Jean-François, bienvenue encore une fois à Folie douce. Merci. Tu es chargé de dossiers de communication et porte-parole chez Action Autonomie, un collectif qu'on connaît bien pour la défense des droits en santé mentale à Montréal. On parle aujourd'hui de la garde en établissement, cette fameuse loi bien connue dont tu nous as parlé souvent. Et on a parlé récemment d'une action collective en rapport avec cette garde-là, avec cette loi-là, en fait, la loi P38. Juste rapidement, nous restituer ce que c'était l'action collective. Puis on va approfondir sur la loi P38 dans ces prochaines minutes. Bien, c'est ça. La première partie du processus de garde en établissement s'appelle la garde préventive. C'est la période au cours de laquelle on peut priver une personne de sa liberté dans un hôpital pour une période qui ne devrait pas dépasser 72 heures. Or, nous, on sait que les hôpitaux ont fréquemment dépassé cette période de 72 heures et on a donc, c'est la matière sur laquelle porte le recours collectif. Les gens qui ont vécu des gardes préventives de plus de 72 heures sont admissibles à une indemnité qui pourrait aller jusqu'à 1 000 $ par jour ou par partie de journée qui dépasse la période de 72 heures autorisée par la loi. Et c'est important de le faire, mais revenons donc à la loi P38. Il y a eu un nouveau portrait, en fait. Il y a eu des portraits à l'occasion, je pense qu'il y en a un qui datait du milieu des années 2014-2015, tu me disais, je crois. C'est ça. Mais celui-ci est plus récent. Là. Oui, on a fait plusieurs portraits depuis l'entrée en vigueur de la loi P38 en 1998. Et le dernier qu'on avait fait, effectivement, avait été lancé en 2016 et portait sur l'année 2014. Donc, on en a réalisé un nouveau qui porte maintenant sur l'année 2021-2022. Et on a pu analyser 1000 dossiers de cours de la Cour du Québec pour le district de Montréal pour justement aller chercher des tendances quant à l'application de la loi. Et quelles sont les grandes lignes? Évidemment, on a du temps pour en parler, là, mais est-ce que vous avez été choqué, déçu, surpris aussi? En fait, il y a des bons côtés et il y a des mauvais côtés. Premièrement, du côté moins intéressant, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes de garde qui se font. En 2014, il y avait 5034 gardes préventives qui avaient été demandées. En 2022, il y en avait 41% de plus à 7113. Et pour les gardes autorisées, les fameuses gardes de 21 à 30 jours, on en avait demandé 2402 en 2014. On est rendu à 3143 en 2021-2022. Ça fait quand même une augmentation de 31%. C'est préoccupant parce que la loi P38, c'est une loi d'exception qui vient entraver un droit reconnu, le droit à la liberté et à l'intégrité de sa personne, qui est reconnu par la Charte des droits et libertés. Donc, ça devrait être d'une application rare et exceptionnelle. Or, on constate qu'au total, il y a eu 12 605 mises sous garde durant l'année 2021-2022 qu'on a étudiée. Ça équivaut à une mise sous garde toutes les 41 minutes, 24 heures par jour, 365 jours par année. Donc, pour nous, ce n'est plus une exception, c'est devenu la routine et ne serait-ce que cet aspect-là est pour nous très, très, très problématique. Qui décide, qui demande, comment ça se passe? Pourquoi il y a quelqu'un tout à coup qui est gardé contre son gré, d'une certaine façon? Oui. Bien, en général, c'est sûr que ça correspond à un moment de crise dans la vie d'une personne qui va soit inquiéter ses proches ou inquiéter ses voisins, qui vont faire appel aux policiers, qui eux-mêmes, constatant que la personne n'a pas commis de délit, ne peuvent pas l'arrêter. Ils vont donc l'amener vers l'hôpital, constatant qu'elle a besoin de soins. Mm-hmm. Et c'est l'hôpital, c'est un médecin à l'hôpital, dans un établissement finalement de santé, qui va déclencher le processus de garde en établissement en déclenchant la garde préventive, qui l'autorise à garder la personne pour 72 heures. Et au-delà de cette... si on veut garder la personne plus longtemps, on doit donc évaluer sa dangerosité
Pour faire ça, il faut demander ce qu'on appelle une garde provisoire qui va prolonger la garde préventive de 96 heures pour permettre de faire ces 2 évaluations-là qui doivent être distantes là, de 24 heures chacune. Si ces 2 évaluations concluent finalement à la dangerosité de l'état mental de la personne, on va retourner une 2e fois devant le tribunal pour demander cette fois une garde autorisée qui, elle, devrait permettre à l'établissement de garder la personne selon la coutume pour une période entre 21 et 30 jours. Et cette garde autorisée, il est possible de la renouveler aussi. Et la loi P38, en fait, a probablement tout le temps existé. Elle s'est nommée P38, mais de tous les temps, il y a eu toutes sortes de règlements qui ont permis que les gens soient gardés en établissement. En fait, il y a eu une première loi qui est apparue en 1972 qui s'appelait la Loi sur la protection du malade mental. La loi P41, qu'on appelait à l'époque. Mais avant 1972, il y avait évidemment des internements. C'était encore l'époque des asiles d'aliénés. C'était avant ce qu'on a appelé la désinstitutionnalisation. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait justement pas de loi ni de règlement qui encadrait cette pratique-là. C'est ce qui fait que dans la première moitié du 20e siècle, il y a eu des tas de gens qui ont été internés le reste de leur vie sans aucun contrôle, sans aucune reddition de compte à qui que ce soit, qui ont été littéralement rayés de la société et enfermés de force dans les asiles d'aliénés. Oui. Et ce nouveau portrait, donc, est très utile pour vous-même, Action Autonomie, puis pour tous les gens, pour mieux se positionner, à savoir, est-ce que ça va mieux, ça va moins bien? Oui. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des augmentations dont tu nous parlais tantôt. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles aussi? Oui, il y a aussi quelques bonnes nouvelles. On constate que les gens participent davantage aux audiences des tribunaux qui les concernent. On constate qu'ils sont 2 fois plus nombreux à participer à leur audience qu'ils l'étaient en 2014. Ils s'y expriment plus souvent et plus longtemps. Ils sont plus souvent accompagnés d'un avocat ou d'une avocate aussi. Et le résultat de cette participation accrue, elle se traduit non pas nécessairement par un rejet de la requête, parce que c'est encore des cas plutôt marginaux là, qui sont rejetés par le tribunal, bien qu'il y en ait plus qu'en 2014, mais ça se traduit surtout par ce qu'on appelle un accueil partiel, c'est-à-dire que souvent la durée demandée par l'établissement va être raccourcie par le juge. L'établissement demande 30 jours, le juge va en accorder 14 ou 21. Donc, ça, c'est des avantages qui sont là pour les personnes qui ne seraient pas apparues si elles n'étaient pas venues elles-mêmes se défendre devant le tribunal. Donc, nous, on encourage toujours les gens, même si c'est compliqué, même s'ils ne comprennent pas parfaitement bien le processus, qui est très complexe d'ailleurs, mais on les encourage toujours à appeler des avocats. Nous, on peut leur donner des références d'avocats et d'aller à leur audience, d'y prendre part activement, d'aller exprimer notamment le fait que, de leur point de vue, leur état mental ne présente pas de dangerosité, que c'est à la partie adverse, à l'hôpital, de faire la preuve prépondérante de la dangerosité de l'état mental de la personne et de discuter, d'interagir comme ça avec le juge. Ça va permettre au juge de prendre une décision beaucoup plus éclairée que s'il n'y a qu'une seule des 2 parties qui est présente et qui fait sa preuve. Alors là, le juge a comme pas d'autre alternative que d'accueillir la preuve qui lui est présentée, puisqu'il n'y a personne qui vient la contester, finalement, cette preuve. Qu'est-ce qui explique, d'après toi, d'après Action Autonomie, d'après ce que vous avez observé, que les personnes sont plus nombreuses à participer? Est-ce qu'il y a une meilleure ouverture aussi au niveau de la justice, ou si c'est vraiment des personnes qui sont plus conscientisées? Est-ce que vous avez tiré des conclusions? On ne veut pas s'attribuer le mérite, mais c'est nous on met ça de l'avant depuis 30 ans, finalement, et on se dit que le message commence un peu à passer, notamment chez les travailleurs sociaux, peut-être dans les établissements, qui vont inciter les gens à aller se trouver un avocat. Il y a des outils, des dépliants qui sont plus disponibles qu'avant, qui dirigent les personnes vers leur groupe de défense de droit, mais aussi vers certains avocats qui tentent de leur expliquer un peu mieux ce qu'est le processus, etc. Donc, c'est quand même un peu mieux compris et les gens, et
les juges aussi ont un peu changé d'attitude, c'est-à-dire qu'ils sont portés à investiguer davantage, à interroger la personne de façon peut-être un peu plus approfondie, ce qui fait que le témoignage de la personne est plus long et que donc il y a plus de matière finalement sur lequel le juge peut se pencher pour prendre la bonne décision finalement. Sur ce portrait récent de 21-22, donc par rapport à la loi P38, est-ce qu'il y a des profils qui ressortent? Quel type de personnes? Est-ce que c'est à peu près tout le monde aussi? Oui, en fait, dans les dossiers de cour, on n'a pas beaucoup d'informations sur les personnes en elles-mêmes, mais on a, entre autres, leur âge, leur sexe et leur code postal. Donc, ça nous permet de savoir, par exemple, il y a beaucoup plus de gardes chez les hommes plus jeunes et chez les femmes plus âgées, que les personnes qui vivent dans des zones de défavorisation reçoivent plus souvent des gardes en établissement que des gens qui vivent dans des zones favorisées. Okay. Et on a aussi établi, ce qui est le plus préoccupant, c'est le traitement qui est fait aux personnes en situation d'itinérance. Elle représente à peu près, selon les décomptes là, qui ont été faits récemment, à peu près 0,24% de la population. C'est un gros problème, l'itinérance à Montréal, mais ça touche quand même une portion très, très, très marginale de la population, ouais. 0,24%. Mais elles sont impliquées dans à peu près 15% des cas de garde en établissement. Donc, ça veut dire qu'une personne en situation d'itinérance court 65 fois plus de risques, 6500% plus de risques d'être mise sous garde en établissement qu'une personne qui est domiciliée. Donc, on en vient à penser que ça devient une méthode un peu de gestion de la population itinérante qu'on va enfermer à l'hôpital pendant un certain temps, le temps de les médicamenter, puis alors que nous, évidemment, et les groupes qui viennent en aide à ces personnes-là, prônent une approche beaucoup plus psychosociale, là, portée sur le volontariat, plutôt que sur la contrainte, comme les hôpitaux semblent le pratiquer beaucoup. Peut-être qu'effectivement, souvent que certains disent que justement des gens sont souvent plus visibles aussi dans la rue, oui. Moins médicamentés, puis pour toutes sortes de raisons, mais effectivement... Mais pour nous, c'est pas la solution, d'autant plus que les conditions d'hospitalisation sont très, très, très contraignantes. Ça s'apparente à un régime de prison, à un régime carcéral, et donc ça ne cadre pas du tout avec l'état d'esprit de ces personnes-là qui sont habituées à vivre finalement sans trop de contraintes dans leur emploi du temps et tout ça. Je ne dis pas que c'est simple et facile, là, l'itinérance, mais ça amène des contraintes complètement inverses de celles qui sont vécues dans le milieu hospitalier. Donc, c'est d'autant plus difficile à vivre pour ces personnes-là. Puis, il y a des gens, on a parlé à des personnes qui ont vécu la prison et l'hôpital psychiatrique, et une de ces personnes nous a dit, il n'y a rien là en prison à côté de l'hôpital psychiatrique. Moi, je retourne en prison en courant plutôt que de retourner à l'hôpital psychiatrique. En quelques secondes, est-ce que tu le sais s'il y avait une surreprésentation aussi dans l'autre étude, dans 2014-2015, au niveau des itinérants, ou si c'est un élément nouveau qui est arrivé? En fait, on ne l'avait pas calculé de cette façon-là. On savait qu'il y avait beaucoup d'itinérants, effectivement, mais on avait porté moins attention à ce phénomène-là. Okay. Cette fois-ci, on a vraiment mieux documenté le statut de personnes itinérantes parce que c'est pas dit toujours dans les dossiers de cours. On n'a pas accès au contenu là, des discussions en cours, mais de par les dossiers de cours, on a porté une attention particulière à ça et on a pu identifier plus clairement les personnes qui étaient soit en situation d'instabilité domiciliaire ou carrément en situation d'itinérance. On a été conservateur dans nos proportions et on est arrivé à ces chiffres-là. Bien, merci beaucoup, Jean-François. C'est intéressant de nous avoir mieux fait connaître ce nouveau portrait donc, de la loi P38, la garde en établissement. Tu es chargé de dossiers de communication et porte-parole chez Action Autonomie. Est-ce que tu peux donner en terminant peut-être le téléphone et le site web d'Action Autonomie? Oui, alors on peut nous joindre au 514-525-5060 et notre site Internet est le www.actionautonomie.qc.ca. Jean-François Plouffe, merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les 7 bienfaits du voyage. Oui, parce que... On est déjà d'accord. Des voyages, c'est sûr que ça fait du bien. Moi, j'aime bien ça, oui. Bon, oui, définitivement. Ben oui, alors, oui... pour la santé mentale et la santé physique.
pour toute notre santé globale. Tout ça, tu vas voir, il y en a plein de bienfaits, comme on s'en doute, remarque bien. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça voyager. Il est mieux rester dans leur confort puis dans la sécurité. Mais ça peut devenir stressant, voyager aussi. Hein? Oui, exactement, oui. Alors, c'est selon un article que j'ai trouvé, comme d'habitude, en surfant, en faisant du surfing sur l'Internet, un article qui s'appelle « 7 bienfaits psychologiques scientifiquement prouvés du voyage ». Et j'ai pris ça sur le site internet psychologie.com. Alors, c'est écrit par une dame du nom de Aurore Emlet, qui est auteure et journaliste indépendante. Elle nous dit « Voyager ajoute à sa vie ». Selon un joli proverbe berbère, corroboré par de nombreuses études scientifiques. Et notre psychisme est lui aussi à la fête, soit le développement cognitif, l'enrichissement personnel et relationnel. Les bienfaits des voyages sont nombreux. Préparer un voyage, c'est déjà le savourer, nous dit Mme Emlet. Les recherches d'une équipe de l'université américaine Cornell démontrent que les gens sont plus heureux lorsqu'ils anticipent et attendent de vivre une expérience plutôt que de recevoir un bien matériel. Rêver d'une escapade à venir est bien plus excitant que s'attendre à une récompense palpable. Une dame du nom de Géraldine Prévost-Gigant, qui est psychopraticienne, nous dit « C'est un voyage mental et émotionnel. Plein de choses se passent en soi au niveau psychique. On s'interroge à savoir quelle date, quel itinéraire, quels vêtements. On fait des recherches et des économies. On en parle, on imagine. Bref, on est déjà un peu ailleurs et souvent transporté. » Un mélange d'excitation, de stress, d'impatience, voire de trac nous gagne à l'approche du départ. Et c'est vrai, comme tu dis, qu'il y a une certaine dose de stress. Et je sais pas pour toi, mais moi, je suis comme incapable de faire des projets de voyage très longtemps à l'avance. Je trouve que c'est trop loin. Il y a tellement d'imprévus aussi qui peuvent arriver. Ouais. Fait que des fois, j'aime ça être plus rapproché de la date. Là. Oui. Alors, Mme Emily continue en disant « Arrivé à destination, le cerveau s'agite dans tous les sens. Et pour cause, M. Paul Nussbaum, qui est neuropsychologue américain, professeur à l'Université de Pittsburgh, explique que le voyage favorise la création de nouveaux circuits neuronaux. Il nous dit « Nous sommes des animaux routiniers. On fait toujours les mêmes choses dans la même manière. Quand on interrompt cela, quand on se lance des défis, la santé du cerveau prospère. » Et il nous dit, et quel défi pour nos cellules grises? On cherche son chemin dans une ville inconnue, on calcule le taux de change, on essaie de communiquer dans une langue étrangère. Il nous dit, on tente de s'adapter à un nouvel environnement, ce qui est le propre de l'individu en mode de la survie. C'est ce processus d'adaptation qui, après un temps de chamboulement inconfortable, va présenter un gain cognitif non négligeable. Toute expérience inédite apporte de nouvelles informations et grâce à la neuroplasticité, le réseau cérébral se développe. Cette délocalisation bénéficie aussi à l'organisme qui se renforce puisque digérer de drôles d'épices et s'accommoder du grand froid ou de la chaleur caniculaire relève du même défi. Il faut dire, Pierre, que plus on voyage, plus on a confiance aussi en soi, parce que, tu sais, on développe... des fois, il y a de l'inconnu, puis ça peut justement générer peut-être du stress. C'est ça, on développe de la confiance. On développe de la confiance, on est plus relax pour voyager. Hein. Oui, oui. Alors, Mme Emily continue en disant, le voyage a toujours eu une fonction pédagogique. Dès le Moyen Âge, il est considéré comme le moyen de parfaire son éducation, d'acquérir un savoir d'expérience au-delà de la science dispensée dans les livres. Une étude menée par un monsieur du nom de Donald Robertson, professeur à l'université Palacký en République tchèque, révèle que l'apprentissage au cours des expériences de voyage est encouragé par de nombreux aspects banals. Le chercheur cite notamment l'organisation des déplacements, la recherche d'informations sur le lieu, la découverte d'une langue, d'une culture, de paysages, de parfums, mais aussi l'interaction avec de nouvelles personnes. L'enseignement est pratique et non plus seulement théorique. Madame Géraldine Prévost-Gigant nous dit « La meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de le vivre. » En voyageant, on enrichit sa banque de données, on la mémorise davantage et pour plus longtemps.
Les souvenirs de voyage sont gravés à jamais. Le changement d'espace-temps entraîne aussi un changement d'état d'esprit. M. Adam Galinsky et M. William Maddox ont mené 5 études publiées en 2009 qui mesurent le lien entre la vie à l'étranger et la créativité. Ils concluent que voyager augmente non seulement la capacité de penser outside of the box, comme on dit en anglais ou en bon français, hors des sentiers battus, mais aussi la capacité de réaliser que la boîte est plus qu'un simple carré, plus qu'une simple forme. D'autres horizons nous donnent davantage de perspectives et de recul. Madame Géraldine Prévost-Gigant nous dit « La distance réelle apporte une distance mentale ». Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et on poursuivra un peu plus tard. Oui, ouais, à l'espresso allongé. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, Catherine Stassin propose sa chronique sur le réseau Transdiagnostic. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Les 7 bienfaits du voyage ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Nous voici maintenant rendus à la chronique de Catherine Stassin. Bonjour Catherine, encore une fois. Bonjour Yvon. Bienvenue encore une fois à Folie Douce. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un sujet, le réseau Transdiagnostic. Oui, tu l'as bien dit, Ouais, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais ça se dit comme ça s'écrit, dans un seul mot. C'est plus simple que ça en a l'air, parce que quand on parle de réseau, ça veut dire qu'il y a ça veut dire qu'il y a des liens entre des zones particulières, et nous, on va parler du cerveau. Donc, un réseau avec des liens dans des zones particulières. Et puis, transdiagnostic, ça veut dire qu'on va faire un diagnostic à travers ces zones, à travers ce réseau. Donc, on va pouvoir dire quelque chose, diagnostiquer quelque chose, en tout cas dire quelque chose sur ce réseau en question. D'accord? Parfait. Et on parle du cerveau ici. Ouais. Alors, en fait, les chercheurs ils cherchent tous azimuts pour les maladies mentales. Et puis là, ils sont aperçus qu'en fait, il y avait une zone du cerveau qui était impliquée pour plusieurs troubles mentaux. Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué que dans cette zone bien particulière, il y avait, accrochez-vous, une perte de matière grise. La fameuse matière grise du cerveau? Il y en avait moins. Ah. Mais donc, on se dit, on s'inquiète, mais dans le fond, est-ce qu'il y a moins de matière grise? Mais est-ce que c'est la cause de la maladie ou est-ce que c'est une conséquence? Et en fait, ils sont arrivés par des études de cas, que je ne vais pas détailler ici, à voir qu'en fait, il s'agissait d'une conséquence. Donc, c'est une conséquence de la maladie mentale. Et ce qu'ils remarquent aussi, c'est que, donc, ils ont appelé cette zone du cerveau le réseau transgénique. Alors, là, ils ont remarqué qu'il y avait cette perte. Et ce pour plusieurs problématiques de santé mentale. Voilà. Ça allait ils en dans ont cette zone-là. isolé 6. Les 6 majeurs, en général, dépression, anxiété, schizophrénie, troubles bipolaires, toxicomanie et les TOC, donc troubles obsessionnels compulsifs. Donc, c'est vraiment extraordinaire, déjà qu'on puisse déjà isoler ces maladies-là et puis repérer qu'il y a une zone qui diffère du reste du cerveau où cette matière grise a régressé. Ce qu'on voit aussi, et ce qui remarquait, donc, c'est que cette zone, grossièrement, il y en a une qui est un petit peu à l'avant du cortex, donc de l'avant de notre crâne, grossièrement, je parle ici. Oui, plus vers l'avant. Et puis une qui est plutôt au centre, qui s'appelle l'insula. L'insula, c'est comme l'insulaire, c'est une petite île au milieu du cerveau. Et donc, on se dit, mais bon,
comment ça se fait? Alors, ils se sont posés beaucoup de questions et ils ont établi une sorte de petite carte de ce réseau transgénique. Et de cette petite carte, ils ont réalisé que c'était vraiment une zone où il y avait des points communs entre ces maladies. Donc, on isole, nous, très fort ces maladies. Enfin, nous, le grand public, en effet, on isole ces maladies, mais en fait, eux repéraient plein de points communs d'après cette carte qui existait, qu'ils ont dressée. Alors, ils ont remarqué aussi que quand il y avait eu des blessures au cerveau, ils ont étudié des vétérans du Vietnam. Quand il y avait eu blessure au cerveau, ils remarquaient qu'ils avaient beaucoup plus de chances qu'il y ait des conséquences sur cette fameuse zone de réseau transdiagnostique. Donc, que ces vétérans avaient également perdu de la matière grise à cet endroit-là, suite à une blessure au cerveau, et qu'ils avaient aussi une chance de souffrir de maladies diagnostiquées en psychiatrie. D'accord? Donc, non seulement il y a une blessure au cerveau qui était extérieure, et puis ils ont plus de chances d'avoir une maladie. Alors évidemment, ça nous paraît un petit peu une évidence, comme, tiens, il est blessé à la tête, il va souffrir d'une maladie, etc. Donc tout ça, évidemment, est à nuancer. Ils en sont vraiment à l'ébauche de faire des liens de cause à effet, en tout cas de remarquer que c'est ici, ce dont ils sont certains, c'est que c'est une conséquence et pas une cause, cette perte de matière grise. Maintenant, ça c'est quand même une belle avancée parce que ça veut dire que si ils trouvent des médicaments pour traiter cette zone, ça veut dire que ce seraient des médicaments qui vont aider plusieurs maladies, plusieurs patients. Qui vont peut-être prévenir cette perte de matière grise. Oh, ça, pourquoi pas? Ouais. Et est-ce que c'est aussi associé aux troubles, cette perte de matière grise, ou est-ce que c'est encore autre chose? Donc, on est vraiment encore... on est à ce niveau-là, mais il y a du progrès. Et c'est ça que je voulais signaler aujourd'hui, c'est qu'il y a du progrès dans l'étude des maladies psychiatriques et au niveau vraiment purement... physiologique et pas au niveau des purs traumas qu'on a vécus, qui déclenchent quelquefois, ou des fois on dit les gens fument du pot et ça a déclenché sa schizophrénie, etc. Ça, c'est peut-être encore d'autres liens qu'il y a à faire. Mais si on parle vraiment de liens de cette perte de matière grise. Et si je peux me permettre, en fait, ça vient aussi renforcer l'idée que la santé mentale fait partie de la santé physique, parce que le corps humain, il y a un changement dans le corps, donc c'est pas imaginaire là, quand on dit c'est dans ta tête, tout ça. Je pense qu'il y a... Mais j'adore cette remarque, c'est génial, Yvan, parce que là, vraiment, les gens se rendent compte, et c'est là qu'il va y avoir peut-être des stigmatisations, qu'en fait, oui, si on parle de soldats qui ont été blessés à la guerre, à la tête, etc., mais ils ont fait des études sur d'autres personnes où certains étaient malades, avaient des maladies psychiatriques, et d'autres non, et c'était pas des soldats, d'accord? Et ils avaient aussi ce problème de perte de matière. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose de physique et qu'elle ne peut pas être délaissée, la santé mentale. Et on le voit maintenant, les gens sont plus conscients. Il y a vraiment une vulgarisation, une éducation de la population générale depuis le Covid. On ose parler dans les bureaux, dans les usines, que c'est important la santé mentale. Mais les gens ne sont pas encore conscients à ce point que certaines maladies psychiatriques viennent simplement, d'un déséquilibre chimique ou physiologique ou physiologique du cerveau d'ailleurs. Il y a des chercheurs qui ont fait une autre avancée intéressante, c'est qu'ils ont détecté qu'il y avait ce qu'ils appellent des points chauds génétiques dans le cerveau. Ils en ont identifié 136 pour vous donner un chiffre. Ils appellent ça les hotspots dans le cerveau. Et ils ont relié ces 136 points chauds à 8 maladies psychiatriques majeures. Donc, ça rejoint un petit peu l'autre étude où ils se rendent compte qu'il y a des liens à faire, mais là, ils parlent de liens de points chauds génétiques. Et pourquoi on parle de génétique ici? C'est parce qu'on s'est rendu compte que dans ces études, quand ils mettaient les personnes en cas de situation de changement,
il pouvait y avoir des variations donc pour ces troubles. Il y avait des variations communes à plusieurs troubles ou des variations qui concernaient un seul trouble. C'est intéressant ici parce qu'on voit en effet qu'il y a des variations qui sont communes à plusieurs troubles. Et ça, on rejoint de nouveau l'autre recherche où ils disent oui, mais dans le fond, il y a ce réseau transdiagnostique, où on voit qu'il y a plusieurs maladies qu'on peut associer à cette zone, d'accord? Donc, on voit que les variations qui sont communes à plusieurs troubles, eh bien malheureusement, c'est des variations où il semble que c'est plus actif, c'est plus sensible au changement. Donc on voit que s'il y a des associations de troubles, au plus il y a du changement, au plus il y a de la variation, au plus les gens vont être sensibles et peut-être une maladie psychiatrique pourrait toucher une autre et la personne pourra en vivre plusieurs. D'accord? Et peut-être, oui, elle a des TOC, mais est-ce qu'à l'origine, elle est aussi bipolaire, etc. Je dis ça vraiment de manière vulgarisatrice. Hein. Je ne dis pas que c'est vrai, mais là, on voit vraiment qu'il y a des associations qui sont faites avec un ou plusieurs troubles parce qu'on oublie de dire que les gens, ils vivent souvent plus qu'un trouble psychiatrique, pas une seule maladie. Et des fois, ça peut évoluer, les diagnostics. Ça peut évoluer. Les gens peuvent avoir d'autres sortes de diagnostics, des fois, avec le temps. Hein. Et là, ce qui est intéressant, si on arrive à comprendre la base génétique de ces variations, de ces hotspots, si on comprend cette base génétique, là, et c'est pour ça que je parle de progrès, on pourra donner un traitement approprié. On parle de plus en plus de traitement génétique, on a de l'espoir, un traitement approprié et drôlement inédit, plutôt que de cibler un seul trouble. Il y aura quelque chose qui va être valable peut-être, pour des variants. Et donc, il y a de l'espoir pour que les maladies psychiatriques puissent être traitées de manière génétique dans un avenir prochain. Oui, on ne peut pas donner de date, mais c'est des études. Ces études ont eu lieu après le Covid, donc c'est récent. Et il y a des avancées tous les jours dans ce domaine. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Mais je trouvais ça assez encourageant pour les malades et pour les familles et les amis des malades de savoir que les chercheurs travaillent fort sur ce sujet. Et spécialement sur ça, parce qu'il y a tellement eu d'effets négatifs, il y en a encore qu'on me rapporte ça sur les médications, puis tout ça, puis il y a beaucoup d'essais-erreurs encore, puis on a l'impression que c'est tellement difficile à gérer des fois la santé mentale. Alors si on peut faire des avancées de ce genre-là, ça va juste être positif pour les gens. Moi, j'ai l'impression aussi, sans être connaisseuse des médications, c'est que souvent, on va avec la médication traiter plus le symptôme que d'aller essayer de traiter la maladie à la racine parce qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore à être capable de faire un traitement génétique ou un traitement qui soit plus ciblé physiologiquement. Bon, les médicaments agissent déjà sur les zones du cerveau, mais je pense que là, c'est à un autre niveau. C'est vraiment aller presque au-devant de la maladie, j'allais dire, et ne pas essayer de traiter simplement les symptômes ou les conséquences. C'est une grande avancée d'avoir pu justement dire une zone en particulier. Oui, c'est incroyable. Et tous les chercheurs du monde vont savoir. C'est ça qui est la beauté avec les recherches. Là. Les recherches se partagent, l'information circule. Tout à fait. Pour les gens intéressés, ça s'appelle le cerveau singulier et l'insula. Donc, c'est des petites zones. Vous pouvez aller sur Google facilement trouver où ça se trouve dans le cerveau parce que dans le fond, c'est bien de s'éduquer sur notre propre cerveau qui est notre moteur. Hein. Le cœur fait marcher tout ça, mais c'est le cerveau qui donne les ordres. Il y a tellement de découvertes à venir du cerveau, c'est tellement immense, c'est quand même assez méconnu. On va donner effectivement dans tes références, est-ce qu'on retrouve justement les informations sur ces recherches? On retrouve, tout à fait, on retrouve les études en question. Pour les gens qui veulent aller chercher l'étude, que ce soit sur Nature ou les articles où les deux études sont mentionnées.
Donc, n'hésitez pas. Les articles vous mèneront aux études pour ceux qui veulent aller plus loin. On va indiquer ça dans notre site web, dans la section mentionnée à Folie douce, le site antenne.qc.ca. Donc, ta chronique qui était franchement intéressante, très, très scientifique, mais très bien vulgarisée. Donc, le réseau Transdiagnostic. Merci beaucoup, Catherine, pour ça. Et puis, à la prochaine. Merci, Yvan. Au revoir. Au revoir. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. Nous poursuivons avec le segment Espresso allongé, le sujet que tu as commencé plus tôt, Pierre, les 7 bienfaits du voyage. Oui, selon un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Les 7 bienfaits psychologiques scientifiquement prouvés du voyage ». C'est ça, c'est prouvé. On le savait déjà un peu, on avait une bonne idée que ça pouvait l'être, mais là, c'est prouvé scientifiquement. Oui. J'ai pris ça sur le site qui s'appelle psychologie.com, écrit par une dame du nom de Aurore Emlet. Alors, cette Madame Emlet nous dit que les problèmes du quotidien sont vite relativisés en voyage et on pourrait même leur trouver des solutions. Ce regain de créativité est peut-être dû à la nécessité de s'adapter qui nous ramène à l'essentiel et nous éloigne des soucis concernant les collègues ou les courses. Qui sait si on ne va pas trouver le moyen de mieux gérer ses relations à 1000 lieues de la maison et du bureau? Évidemment, le taux de cortisol dû au stress chronique diminue. Certes, celui lié à l'inconnu monte en puissance, mais il est momentané et n'est pas si toxique. Contrairement à ce que l'on croit, quelques jours suffisent pour des bienfaits à long terme. Des chercheurs autrichiens, dans une étude publiée en 2018, ont ainsi révélé qu'un long week-end de 4 jours avait des effets positifs sur le bien-être, sur la récupération, la tension et le stress perçus pendant 45 jours. On se concentre souvent sur le bon, le beau, le bien et on en profite. Ce sont cette attention accrue sur le positif et la gratitude qu'on en éprouve qui vont apaiser le mental. Madame Prévost-Giga nous dit « On vit bien davantage le moment présent, loin des ruminations sur le passé et des craintes liées à l'avenir, génératrices de stress. On lâche prise sans même en avoir conscience. Par ailleurs, on est souvent beaucoup plus actif, toujours en mouvement, ne serait-ce qu'en marchant pour une balade ou une visite. Et l'activité physique ne cache plus ses bienfaits sur la santé en réduisant le stress. » Ouais. Et on décroche beaucoup du quotidien. Fait que c'est ça, on n'a pas le choix, au fond. On n'a pas le choix. On doit se concentrer sur le nouvel endroit qu'on voit, qu'on découvre. Et surtout un endroit qui est complètement dépaysant. Oui, on oublie notre quotidien. À l'autre bout du monde. Ça fait du bien de décrocher. Oui. Alors, Mme Emily nous dit, au fil des expériences, c'est soi-même que l'on découvre. Des chercheurs confirment que le voyage favorise la clarté de soi, la façon dont une personne se comprend, la connaissance qu'elle a d'elle-même et qui lui permet de développer une image d'elle-même confiante, cohérente et stable. Confrontée à des situations inédites et embarrassantes, comme par exemple des bagages perdus, un sentiment de décalage, etc., ou qui peuvent être délicieuses, comme par exemple un paysage sublime, une rencontre inattendue. Nous voilà surpris par nos propres réactions ou propres émotions. Madame Prévost-Giga nous dit « On pose en effet un regard différent sur soi. » L'exploration d'un autre environnement que le sien est aussi une exploration de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Elle révèle des aspects de sa personnalité que l'on ignorait ou que l'on ne voulait pas voir ou que l'on osait exprimer. Voyager, c'est se mettre en chemin et d'abord vers soi-même. Comme tout ce qui est vécu à deux, les voyages renforcent les liens. Selon une étude de US Travel Association, une escapade hors des sentiers battus permet au couple d'être plus satisfait, de mieux communiquer, de se sentir amoureux, de booster sa sexualité, de profiter du temps de qualité et d'échanger sur des objectifs et des désirs communs. Madame Géraldine Prévost-Gigan confirme que voyager ensemble soude le couple, mais soude aussi des amis ou une famille. Partager son émerveillement et certaines péripéties rapprochent inévitablement. Attention toutefois, ça passe ou ça casse. Le voyage fait d'ailleurs partie de ces tests grandeur nature des relations qui débutent. Elle nous dit que c'est une sorte de contrat qui dira si l'on est synchrone ou pas.
car l'autre peut s'avérer de très mauvaise compagnie lorsqu'il ou elle sort de sa zone de confort. Le voyage est un accélérateur qui vient mettre en lumière l'harmonie du couple. Le fait qu'on est toujours ensemble aussi, ça change la donne des fois, d'être 24 heures sur 24 ensemble. Oui, ou le voyage peut aussi engendrer l'extinction des feux. Se découvrir soi, découvrir l'autre et découvrir les autres, tous ces autres qu'on ne connaissait pas. Là encore, l'ouverture d'esprit est garantie. Le professeur tchèque de psychologie, M. Sedat Selik, a étudié les effets du voyage sur l'empathie. Il nous dit à la suite de ces analyses, des changements significatifs ont été déterminés dans les attitudes des personnes ayant vécu des expériences de voyage. Être confronté à l'autre, à d'autres cultures, à d'autres enjeux ou mœurs, éloigne de son nombril et chasse les ornières. Madame Prévost-Gigant nous dit c'est une fenêtre sur le monde qui rend humble. Voyager nous remet à notre place de simples habitants de la Terre en côtoyant des personnes différentes et pourtant fondamentalement semblables. Cela permet de s'ouvrir à une dimension spirituelle au sens laïque du terme. Tous ces bienfaits supposent cependant de considérer le voyage comme une occasion de s'ouvrir et de s'enrichir, ou de se rendre disponible et d'entrer en résonance. Peu probable que faire l'Italie au pas de course ou de voyager pour compléter son compte Instagram soit propice au développement personnel. Mieux vaut alors rester chez soi, ce qui ne serait pas si mal après tout. Dans une étude parue en 2020 dans la revue Nature, des chercheurs ont bel et bien prouvé le lien ténu entre voyage et bonheur. Elle suggère aussi que même de petits changements dans notre environnement quotidien et nos routines physiques et mentales peuvent fournir des effets bénéfiques similaires à l'exploration. Alors, je m'arrête ici. J'achète. Merci, Pierre. Tu fais tes réservations. Bon, oui, j'achète. J'y vais. Les 7 bienfaits du voyage, merci pour ça. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, Pierre, je te remercie pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet que tu nous as présenté à l'Espresso et l'Espresso allongé, les 7 bienfaits du voyage. Oui. On est vendu. On est vendu à l'idée, même je partirais... Suite après l'émission. Oui. Ben oui, pourquoi pas. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie, nous a présenté le nouveau portrait de l'application de la garde en établissement. Et notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a présenté sa chronique, le réseau Transdiagnostic. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.